Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Au sommaire de cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde, nous poursuivons notre série consacrée aux ressources naturelles à travers le monde et notamment leur gestion. Ce soir, nous parlons de la CEMAC qui compte 6 pays et nous allons avec nos invités voir comment est-ce que ces ressources-là sont gérées dans ces différents pays-là et comment on pourrait faire pour que cette situation, puisqu'elle est difficile, s'améliore. Et pour en parler, comme il est de tradition, 3 invités ce soir. Et exceptionnellement, je veux commencer par Idriss Lynch, de l'agence Ecofin. Idriss, bonsoir. Bonsoir Jules. Merci d'être à nouveau au rendez-vous de cette émission. C'est un plaisir. Je pense que les Blancs nous ont laissé la capacité des États à gérer. Mais ne nous ont pas appris le secret de l'intelligence qui va avec. Vous voulez parler des Africains, parce que nous, on ne parle pas de Blancs sur nos plateaux. Vous voulez parler des Européens ou bien des Occidentaux, voilà. Oui, si vous voulez. Mais j'utilise une terminologie qui est propre à la sous-région. Qui est triviale, mais qui est très marquée, qui est très connotée. Voilà. Les Européens, effectivement, ont laissé des États, mais n'ont pas laissé forcément l'intelligence de la gestion moderne qui va avec. Et donc, parfois, il est très facile de taper sur les performances de ces pays-là, mais je pense que nous aussi, en tant que médias, et c'est très bien que Vox Africa prenne le leadership, et peut-être aussi l'agence Ecofin pour laquelle je travaille, nous devons pouvoir aussi partager avec nos concitoyens, nos co-habitants de la région, des petites choses qu'on a pu apprendre et qui peut-être peuvent permettre d'améliorer des situations qui sont parfois perçues comme étant complètement bloquées. Alors j'accueille le docteur Maurice Simodium. Docteur Simodium, bonsoir. Bonsoir Jules. Consultant permanent de cette émission de l'Intelligence du Monde. Avec vous, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Aujourd'hui, nous parlerons de la CEMAC, qui est une entité qui en elle-même pose déjà un peu problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer, la CEMAC? Avant d'en arriver là, je voudrais rassurer Idriss, mon ami Idriss, que les Européens ne nous ont rien laissé du tout. Parce que quand les Européens sont arrivés, le contact a été très douloureux parce qu'ils ont apporté un mode d'organisation de la richesse qui était tout à fait différent de celui que nous avions. Au regard de cette différence entre les modes d'organisation de la richesse, l'Afrique avait un mode d'organisation très convivial, communautariste et très résilient. Et rassurez-vous que dans tous les empires du Moyen-Âge de l'Afrique, il n'y avait pas de prison et l'ordre, la sécurité, la discipline étaient assurés. Mais avec l'éthos de la violence, les Européens sont arrivés. Ils nous ont d'abord retiré notre démographie. L'Afrique comptait pour 20% de la démographie mondiale. À la fin des 2 expériences de la colonisation et la première de l'esclavage, l'Afrique est descendue à près de 8% de la démographie mondiale. Donc, ils nous ont retiré notre démographie, notre ethos d'organisation sociale centrée sur l'ordre et la discipline. Ils nous ont retiré notre fierté et notre confiance en nous-mêmes. Et aujourd'hui, ce que nous sommes censés faire, c'est de restaurer tout ce que nous avions de richesse mentale et intellectuelle au Moyen-Âge, lorsque les bibliothèques de Ségou, au Mali, étaient les centres du monde intellectuel et que des penseurs venaient de toutes parts pour s'abreuver à la source de la science africaine. Donc ces Européens nous ont laissé des méthodes d'organisation socio-politique très anomiques, porteuses de dissensions, porteuses de chaos. Et aujourd'hui, nous essayons de nous en sortir, de tirer le mieux que nous pouvons faire de notre passé et de combiner avec ce qu'ils appellent la modernité. Donc, c'est un peu cette hybridité-là que nous recherchons aujourd'hui. Et parlant donc de la CEMAC, la dernière fois que nous parlions du Venezuela, nous avons mentionné qu'un auteur natif de Venezuela disait en 1976 que le pétrole, c'est l'excrément du diable. Et il faisait une prescription, une prédiction funeste, à savoir que le Venezuela souffrirait jusqu'à la mort à cause du pétrole. Ce qui est arrivé, en train de se vérifier aujourd'hui. Mais ce n'est pas arrivé parce que le Venezuela, parce que le pétrole est une malédiction. Et les pays de la CEMAC ne souffrent pas parce que le pétrole est une malédiction, mais pour 2 raisons, à savoir que lorsque vous avez du pétrole, vous faites l'objet d'une convoitise. Et la deuxième raison, c'est que lorsque vous faites l'objet d'une convoitise, vous n'avez pas de sérénité pour organiser
votre société. Nous allons Donc, entrer dans le débat. Ce sont donc cette tout à l'heure. convoitise et cette hérédité qui vont faire l'objet de notre réflexion. Merci en tout cas pour cette introduction. J'accueille le troisième et dernier invité, M. Eric Kuete. Bonsoir. Bonsoir, Jules. Merci aussi d'être sur le plateau. Alors, ce que je voulais, avec le docteur Simojom, ce n'était pas entrer directement dans le débat, c'était déjà la question même de ce qu'on appelle la CEMAC. Ça pose problème. Vous qui êtes expert en relations internationales, les gens estiment que c'est l'organisation sous-régionale la plus moribonde qu'il soit au monde. On estime que ces 6 pays, en fait, sont là juste comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de la CEMAC en elle-même aujourd'hui ? Disons que le constat que les gens font de façon générale, c'est un constat qui découle de tout ce que toute personne, tout observateur, on n'a pas besoin d'être spécialiste des relations internationales pour le constater. Lorsque vous essayez de faire une comparaison, de faire une lecture comparative entre la CEMAC, la sous-région Afrique centrale, qui compte 6 pays, et la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA, qui, elle, compte 9 pays, vous constatez que le dynamisme, il y a une différence, un écart très important en ce qui concerne le dynamisme des 2 sous-régions, que ce soit en matière économique, en matière de libre circulation, d'intégration des personnes et des biens. Lorsqu'on revient en Afrique centrale, c'est très compliqué parce qu'on est encore, depuis que les chefs d'État travaillent sur cette question d'intégration, de libre circulation des personnes et des biens, il y a toujours des blocages. Il y a une conférence des chefs d'État, qu'elle soit extraordinaire ou ordinaire, des décisions sont prises, mais lorsque vous vous rendez sur le terrain, vous constatez que rien n'est appliqué. Je vais vous raconter une petite anecdote pour sortir. Oui, j'ai fait le Gabon en 2016, et lorsque j'étais au départ, quand je partais, je suis parti par avion, mais quand je rentrais, j'ai décidé de prendre la route pour vivre de façon pratique cette intégration, cette libre circulation des personnes. Et j'étais très surpris du nombre d'ailleurs de barrières de police, de gendarmerie qui existent sur la route Libreville-Yaoundé. Et ça, c'était déjà ma première surprise. Et je me suis rendu compte qu'à chaque poste de barrière, il fallait négocier le passage. Si vous n'aviez pas laissé quelques billets de banque, on ne vous laissait pas passer. Et je vous rassure qu'il y avait juste quelques semaines auparavant, une décision des chefs d'État de l'Afrique centrale venait de lever le verrou sur la libre circulation des personnes et des biens. Lorsque j'ai interpellé un policier à ce sujet, il m'a fait comprendre que la décision qui a été prise l'a été dans des hôtels feutrés à Libreville, ça c'est pour eux. Mais ici, on est sur le terrain. J'étais carrément perdu et étonné qu'un policier réponde comme ça, de façon libérée, de façon tout à fait naturelle, d'une décision qui a été prise quand même par des chefs d'État. Ça veut dire que la mise en œuvre des décisions de la CEMAC ont encore un peu du plomb dans l'aile. Mais on espère, il y a déjà une évolution. Aujourd'hui, vous pouvez aller au Gabon sans visa, vous pouvez aller, je crois, en Guinée équatoriale. Ça n'a pas été vérifié. Sauf que là, vous avez des délais de 90 jours de séjour. C'est déjà un début. On vient de loin. On revient de loin. Par exemple, la CEMAC, le problème aussi, au-delà de l'intégration, c'est un problème de pertinence. On se demande, pour 50 millions d'habitants, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une organisation alors que nous avons une organisation dans laquelle la CEMAC s'incruste, à savoir la CEAC. Donc il y a une question sur la pertinence d'une organisation communautaire qui n'arrive pas à produire des résultats en termes d'intégration des biens et des personnes, en termes de gestion même de projets communautaires, tels que le projet de compagnie aérienne qui a été liquidé il y a quelques jours. Donc ce projet montre qu'il y a une pertinence qui est questionnable et qu'à terme, on se demande pourquoi ne pas faire disparaître la CEMAC pour faire vivre la CEAC. Je pense que les discussions sur cet aspect-là ont initialement été portées à un moment où, dans la grande CEAC, on reviendra peut-être un jour dessus, on retrouvait des pays extrêmement explosifs comme la RDC, qui justement était l'objet de grosses convoitises et donc de conflits. On retrouvait l'Angola et un peu, peut-être pas le Mozambique, mais la Zambie, le Rwanda, le Burundi, tous ces pays qui finalement ont véritablement explosé. Je pense que ne pas joindre la grande Central Africa qui est présentée du point de vue macroéconomique a peut-être aussi permis de protéger un tout petit peu la zone CEMAC. Il ne faut pas oublier qu'un des pays qui a le plus souffert, c'est la RCA,
en raison justement de sa proximité avec la les République seigneurs de guerre démocratique, qui étaient basés en Congo. RDC et l'Ouganda. Voilà. Alors, nous prenons le reportage de Jephté Témédié pour revenir à la thématique du jour, savoir la gestion des ressources naturelles dans la zone CEMAC. À tout de suite. Depuis 2014, les pays d'Afrique centrale producteurs d'or noir ont été largement affaiblis par la chute des prix du baril. Selon la Banque mondiale, la plupart de ces pays dépendent à plus de 80% des revenus pétroliers pour financer leur budget. De fait, avec la baisse prolongée des cours du pétrole, les dirigeants des pays d'Afrique centrale se retrouvent au pied du mur. Dans la foulée, les finances publiques se creusent et les États font face à un énorme déficit de trésorerie. Conséquence logique de la chute de leurs recettes fiscales et l'effondrement des revenus liés à leurs exportations. Dans le feu de la crise, les États d'Afrique centrale font massivement appel au FMI et souscrivent au programme élargi de facilitation d'accès au crédit. De l'argent liquide leur est injecté, mais en échange, ils doivent s'engager à mener des réformes autour de 4 piliers: les réformes structurelles, les sacrifices budgétaires, le resserrement de la politique monétaire régionale et le renforcement du secteur financier, mais surtout la diversification de leurs économies. Une recommandation également formulée par la CEMAC qui s'est félicitée en juin 2018 des avancées réalisées par la quasi-totalité des pays. À titre d'exemple, le Gabon s'est efforcé de diversifier ses investissements dans l'agriculture, tout comme le Tchad et le Congo. Le Cameroun, qui bénéficiait déjà d'une économie assez diversifiée, a davantage amélioré ses efforts dans l'économie numérique, l'agriculture ou les services. Cependant, la Banque mondiale salue ces efforts tout en émettant des réserves sur le niveau d'implémentation qui pourrait ne pas être suffisant pour contrecarrer les effets de la crise. Dans le même temps, le contexte sécuritaire propre à certains pays comme la République centrafricaine, le Congo ou dans une certaine mesure le Cameroun serait également de nature à compliquer une situation déjà complexe. Selon certains experts, l'instabilité quasi permanente dans certains pays d'Afrique centrale serait due à la richesse de leur sous-sol. Du coup, il convient logiquement de s'interroger si jusqu'ici, le peu de ressources découvertes entraîne d'énormes conflits. Qu'en sera-t-il lorsque la Banque mondiale présentera au monde l'étendue des richesses de ces pays au terme de son projet de dessin de la carte des ressources du sous-sol africain? Merci à Jephté Témédié d'avoir, comme à son habitude, planté le décor pour cette autre émission. Alors, Idriss Lynch, je commence par vous. La zone CEMAC, c'est le Gabon, c'est le Cameroun, c'est la République centrafricaine, c'est le Tchad et la Guinée équatoriale, le Congo. Le Congo, effectivement. Alors, tous ces pays ont connu ou sont en train de connaître des moments extrêmement difficiles. Le Cameroun peut-être un peu moins, mais on l'a vu en Guinée équatoriale, on l'a vu au Congo, on l'a vu au Tchad. La situation est quasi invivable avec des mesures qui ont dû être prises par les différents chefs d'État pour réduire notamment le train de vie de l'État, dû au choc pétrolier, à la baisse du pétrole. Alors, quelle est la situation dans ces pays-là aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont pu s'en sortir, entre guillemets, ou alors la situation est stagnante? Bon, disons que entre 2017 et aujourd'hui, pratiquement rendu vers la fin du troisième trimestre 2018, et il y a eu de petits changements parce que les prix du pétrole brut ont légèrement augmenté sur le marché international. Pas légèrement, ils ont augmenté quasiment de 60 à 70% par rapport à la base de baisse qui était de 50 $ ou 40 $ le baril. Donc forcément, cette augmentation des prix du baril a renforcé quelque peu les revenus extérieurs de ces pays-là. Le Gabon, par exemple, s'en est sorti en 2017 comme étant le principal importateur de la zone CEMAC, avec près de, je crois, 5 milliards de dollars d'exportation. Je peux revoir ces chiffres-là, je peux les revérifier. Et s'en est suivi la Guinée équatoriale qui, pour la première fois, a perdu sa place depuis 5 ans de premier exportateur. Et couplé à cela, les mesures apportées par le Fonds monétaire international, qui je sais n'est pas très apprécié
ni par Maurice, ni par Eric, mes companélistes. Évidemment, le FMI est intervenu dans tous les pays africains, y compris l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Donc, c'est peut-être dur de se rendre compte de ça, mais le FMI finalement est le véritable sapeur-pompier. Donc, peut-être ces mesures-là ont permis aux États de réduire un tout petit peu leurs dépenses. Et la réduction des dépenses publiques a eu un impact positif sur la balance extérieure. Ça fait donc qu'il y a eu une amélioration en quelque sorte de la position extérieure de la CEMAC. On est parti d'une situation de couverture monétaire de 57%, parce que je vais vous expliquer, si vous ne pouvez plus acheter sur le marché mondial parce que vos réserves de change ne le permettent pas, alors vous avez un problème, c'est le taux de couverture monétaire. Donc du coup, la BEAC nous a annoncé récemment que le taux de couverture monétaire est passé de 57% à pratiquement 67,8% à la fin du mois de juin 2018. Donc il y a de petites améliorations, mais évidemment, ce n'est pas lié particulièrement à la mise en place de politiques structurelles, de politiques budgétaires efficaces. C'est une fois de plus le fait même de l'amélioration des conditions globales macroéconomiques. Donc la CEMAC sort progressivement de ce problème, mais une fois de plus, elle s'en sort parce que les principales matières premières qu'elle exporte, notamment le pétrole, est en train de bien se porter sur le marché mondial. Et ça, c'est quand même un risque d'inquiétude parce que ça veut dire que peut-être on n'a pas complètement retenu les leçons de la crise de 2015 à 2016. Alors, Eric Pieté, je veux vous poser la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec le point de vue des Grisniches qui pensent que s'il y a une forme de retour à la normale aujourd'hui, on le doit en quelque sorte au FMI, qui a intervenu, comme on l'a vu, de manière énergétique dans ces différents pays, mais aussi à la légère remontée, ou à la remontée, quasiment, du coût du baril du pétrole? Je ne dirais pas les choses ainsi, parce que je ne pense pas que le FMI ou bien la Banque mondiale ait pour objectif d'apporter la prospérité dans un pays quelconque. On l'a vu par le passé. Vous prenez le cas de la Grèce, n'importe quel pays où le FMI est passé. Après, ce sont des rafistolages qui apportent une petite embellie, mais après, on sombre dans la catastrophe. S'il y a un retour, peut-être on peut le mettre à l'actif de l'augmentation du coût du baril, mais il faudrait me relativiser et nuancer un peu ce retour à la normale. Parce que lorsque je regarde tous les États de l'Afrique centrale, de la zone CEMAC, ce sont pour moi des enclaves économiques où il y a un sérieux problème de gouvernance. Je vais vous prendre un exemple. Le programme économique régional de la CEMAC a été mis en œuvre en 2009. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, le programme économique régional, c'est juste l'équivalent de ce qu'on appelle au Cameroun le DSCE, qui est un peu comme la Bible économique de la sous-région Afrique centrale. Ce programme a été élaboré en 2009 et il était question... Et dont un des piliers est d'ailleurs les ressources minières et naturelles. Tout à fait. Et il était question de faire de la CEMAC une zone... de faire de tous les pays de la CEMAC des pays à revenus intermédiaires d'ici 2020. Nous sommes rendus en 2018, le plan est complètement abandonné et on a fait un état de bilan. Lorsqu'on fait le bilan, on se rend compte que rien n'a bougé depuis lors. Or, lorsque vous regardez la zone UEMOA, ils ont lancé leur programme économique régional en 2004-2005 et dès 2010, on voyait déjà les premiers résultats. La libre circulation des personnes et des biens, les corridors transfrontaliers ont été effectifs. Lorsque vous regardez, vous quittez le Burkina Faso pour Abidjan, vous avez des routes bien tracées, bien faites, qui ont été quand même construites. Ce qui dénote de la vitalité économique et surtout du sens, de la volonté politique de ces États à faire en sorte que la sous-région connaisse quelques embellis. Mais en Afrique centrale, c'est complètement... on est en déphasage. Et j'ai parcouru le plan plusieurs fois. À chaque fois, lorsque je lis ce plan, je suis un peu embêté, puisque dans ce plan, vous avez l'objectif, l'horizon qui est donné pour assurer l'émergence de la CEMAC, c'est 2025. Mais lorsque vous entrez dans les programmes économiques de chaque pays pris individuellement, vous avez des horizons qui divergent. Différents. Le Gabon, c'est 2025. 2025, le Cameroun, 2035. Et on se pose la question, comment un ensemble de pays veulent être émergents en 2025, alors que chacun
croit situer son émergence soit avant ou après. C'est déjà quelque chose de très frustrant et de difficile à comprendre. Donc, le FMI est arrivé, c'est vrai, mais le FMI n'a pas eu que des résultats positifs. On l'a vu d'ailleurs, c'est même pas que tout récemment que le FMI est arrivé, il est là depuis très longtemps. Les années 90, vous connaissez les fameux programmes d'ajustement structurel qui ont été mis en œuvre par ces institutions de Bretton Woods. On connaît les conséquences aujourd'hui. Mais dans le cas actuel... S'il y a le retour de FMI, ça devrait plutôt nous inquiéter. On ne devrait pas se féliciter du retour du FMI dans notre pays. Aigris rapidement et on va écouter le docteur Simon Diom sur la question. Il n'y a pas à se féliciter, mais quand vous regardez les rapports de cadrage macroéconomique, vous vous rendez bien compte que les appuis du FMI et même la collaboration avec le FMI imposant une certaine discipline budgétaire aux États, les ont sortis un peu... La même discipline a été imposée en 90, 90. Non, je ne fais pas... On ne peut pas faire le procès du FMI. Ce n'est pas mon but. Le FMI n'a pas eu que de bons résultats. Mais dans votre développement... Mais on a du mal, si vous permettez. Moi, j'ai du mal, en tant qu'observateur, vous me corrigerez, à voir dans quel pays au monde le FMI a un impact positif. J'ai vraiment du mal. Vous avez peut-être parlé du FMI, mais dans votre développement, vous avez parlé davantage de la faiblesse des politiques structurelles, aussi bien nationales qu'au niveau communautaire. Dans votre développement, vous avez moins parlé du FMI. Le PER, ce n'est pas un programme du FMI, c'est un programme communautaire. Donc les États ont du mal à s'entendre sur des choses, sur des engagements qu'ils ont pris. Moi, je pense que malheureusement ou heureusement, on est encore obligé d'appeler quelqu'un qui n'est peut-être pas la bonne solution, je suis d'accord. Mais malheureusement, c'est lui qui vient vous dire « Arrêtez de faire des dépenses sur des budgets que vous n'avez pas, renforcez vos recettes fiscales ». Nous nous retrouvions avec des pays qui faisaient des dépenses dispendieuses sur des modèles de financement inconnus, comme par exemple le Congo, qui a financé des infrastructures sur la base d'échanges pétrole contre infrastructures, qui aujourd'hui ont plombé totalement l'économie de la sous-région. Aujourd'hui, le Congo se retrouve, le Tchad par exemple a eu le même problème, en allant dans des politiques structurelles qui ont totalement plombé les réserves extérieures du Tchad, parce qu'aujourd'hui, 2/3 du pétrole tchadien rentrait dans le cadre du remboursement d'une dette prise chez Glencore. Et pour votre gouvernement, il a fallu l'intervention du FMI pour que Glencore dise « Ok, je laisse tomber, je ne veux plus déranger le Tchad, on va restructurer notre dette. » Mais le Tchad était au bord de la faillite. Moi, je pense que vraiment, la CEMAC est en train de se reprendre parce que malheureusement, dans cette sous-région-là, dans cette communauté, on a l'impression que les bonnes choses sont celles qui viennent d'ailleurs. Que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau des consommateurs. Les Camerounais, un peu moins, parce que nous avons, avec beaucoup de modestie, une certaine ouverture d'esprit, une certaine intelligence, je le dirais, parce que malheureusement, c'est les Camerounais qui sont au four et au moulin dans la CEMAC. Mais voilà, c'est des réalités macro. Nous avons les mêmes réserves extérieures, nous avons la même politique monétaire et nous avons la même banque centrale. Et forcément, nos destins sont liés lorsque nous prenons des décisions. Mais le FMI n'est pas forcément l'ange salvateur, je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, on constate que c'est son arrivée qui a permis que les choses se décantent. Alors, je vais écouter le docteur Simon Diom sur la question. Le rôle du FMI. Bon, disons qu'en 2014, entre 2014 et 2015, quand le baril de pétrole est parti de 115 $ à environ 27 $ en mi-2015, la CEMAC était un malade qui a fait un AVC et qui est entré dans le coma. 3 à 4 ans plus tard, aujourd'hui, on peut dire qu'il est sorti du coma. Ce qu'on appelle aujourd'hui une reprise ou une embellie, c'est que le malade est sorti du coma, mais il est toujours alité, il est toujours à l'hôpital. Les montants que le FMI a alloués à certains pays de l'Afrique, de la CEMAC, sont dérisoires. Ce n'est pas des montants considérables. On n'avait vraiment pas besoin de ces montants. Et maintenant, l'assistance en termes de conseil, en termes de pression sur la discipline budgétaire, en termes de maîtrise des dépenses, cette assistance, on pouvait également la trouver sur place. Une fois encore, ce qui est déplorable, c'est, comme le dit Idriss Lynch, qu'on ait toujours le tropisme de l'ailleurs, qu'on ait toujours l'impression qu'il faut que quelqu'un vienne de la Banque mondiale, du FMI ou bien de Washington, en tout cas de Bretton Woods, pour nous dire ce qu'il faut faire. Tout le monde savait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de nous gargariser d'une soi-disant reprise, mais tout le monde sait ce qui va arriver, c'est que
Dès que le pétrole va encore piquer du nez, la CEMAC va retourner dans le coma. Donc le problème aujourd'hui, c'est que on a peut-être des positions extérieures plus avantageuses, mais il n'y a toujours pas d'investissement. Il n'y a toujours pas de crédit pour nourrir l'investissement. Tout ce que les banques dans la CEMAC disposent aujourd'hui, c'est des dépôts des dépôts à vue pour financer des petits crédits de moyen et surtout de court terme. Il n'y a pas de politique d'investissement. Or, on nous dit que le Cameroun est une économie résiliente, une économie diversifiée. C'est une diversification en trompe-l'œil parce que c'est une diversification presque naturelle par défaut, dû au fait qu'on a une quinzaine de chefs d'entreprise qui font des efforts colossaux sur le marché intérieur et à l'international, mais qui ne sont pas reconnus dans leur rôle de champion économique. Donc, au lieu de soutenir même ces investisseurs qui, sur le plan national, créent de la richesse et qui vont porter l'image du Cameroun à l'étranger, on a même plutôt l'impression que c'est les investisseurs étrangers qui ont pignon sur eux, qui retiennent l'attention. Oui, qui retiennent l'attention. On leur déroule le tapis rouge, on les reçoit à gauche, on les reçoit à droite. Et les investisseurs locaux sont totalement marginalisés. Il y a toujours un problème d'investissement. Bien sûr, il y a toujours un problème d'investissement. Il y a un problème de crédit pour nourrir l'investissement. Il y a un problème d'industrialisation. On en parlera sûrement parce que pour sortir de la dépendance pétrolière, il faut renforcer l'industrialisation. Certainement, on en parlera, mais rendu en 2018, on se rend compte que l'industrialisation n'a pas encore reçu une attention stratégique particulière de la part de tous ces pays de la CEMAC. D'accord. Oui, mais d'abord, je veux, professeur, que vous sachiez que je partage totalement le cœur de votre point de vue. C'est que le tropisme, ce que vous appelez le tropisme, c'est-à-dire le fait qu'il y a à toujours recourir à des solutions extérieures, pour ma part, ça n'a pas de sens. J'estime que nous sommes suffisamment intelligents dans cette sous-région pour nous en sortir. Mais je vais préciser deux choses. Les fonds directement accordés par le FMI n'étaient peut-être pas importants en volume, mais je vais vous prendre l'anecdote d'un économiste avec lequel j'ai discuté, qui disait que c'est comme la queue de l'avion. Vous savez, ce n'est pas la partie la plus grosse, mais si l'avion perd sa queue, vous êtes sûr que vous allez... C'est voilà. Automatique. Et pourquoi? Parce que cet appui du FMI a eu un effet stabilisateur. Quel est le rôle du FMI? Je crois qu'il faut bien qu'on se comprenne. À une époque, lorsque un pays devait de l'argent à un autre, le pays à qui on devait de l'argent prenait les armes et partait occuper une partie du territoire du pays qui lui devait de l'argent. On l'a vécu, c'est ce qui est arrivé, on a eu les guerres en Europe et tout le reste. La création du FMI avait pour rôle de dire, d'abord, on suivait la manière dont tout le monde gère son argent. De deux, lorsqu'il y a des problèmes, le FMI s'interpose entre ceux qui doivent de l'argent et ceux à qui on doit de l'argent. Aujourd'hui, la dette des pays de la zone CEMAC a substantiellement gonflé par rapport à leur capacité à rembourser, c'est-à-dire par rapport à leurs exportations. C'était ça le gros risque avec la baisse des revenus pétroliers. C'est que les États de la CEMAC couraient le risque de ne plus pouvoir rembourser leurs dettes. On a vu le cas du Congo, par exemple. Laisse-moi finir. On a vu le cas du Congo, par exemple. On a vu le cas du Tchad. Donc, quand le FMI arrive et qu'il dit aux créanciers, je me mets en place des pays de la CEMAC, continuez de leur faire confiance, ils vont appliquer des politiques qui permettront de rembourser. Peut-être que ça ne vous apporte pas un appui direct, mais indirectement, ça empêche que vos créanciers viennent vous dépecer alors que vous êtes déjà dans l'AVC. Enfin, on ne va pas faire un débat sur le FMI, mais j'ai envie de dire que les pays les plus en plaindre au niveau de leur dette, ce n'est pas les pays de la CEMAC. Dans le monde, vous avez des pays hyper endettés. On aimerait bien voir aussi le FMI s'inquiéter. En général, ça reste encore, et malheureusement... En général, la dette, Jules, c'est la capacité à rembourser. Je veux dire, vous pouvez être endetté à hauteur de 100... Mais qui détermine qui est capable de rembourser ou pas? Je vais vous expliquer. Vous pouvez être endetté à hauteur de 100 000 francs, mais vous avez des revenus de 1 million. Ouais. Moi, je suis endetté à hauteur de 10 000 francs et j'ai des revenus de 7 000. Ce qui est sûr, c'est que s'il faut prêter à quelqu'un, on vous prêtera encore à vous, parce que vous avez une capacité à rembourser. Et justement, quand votre revenu extérieur, principale matière première, baisse, et que c'est ça le socle de votre remboursement des dettes extérieures, forcément les créanciers se plaignent et veulent rapidement venir prendre leur argent. C'est tout à fait logique en fait. Je crois que c'est ça la corrélation. Bref, on aura peut-être l'occasion. Oui, peut-être une meilleure gestion. On aura l'occasion peut-être de faire tout un débat voilà, sur une meilleure le FMI. gestion de nos revenus pétroliers, effectivement, aurait peut-être permis qu'on n'en soit pas à ces situations. D'accord. Avec vos permissions, on parle de la CEMAC, c'est un ensemble, mais j'aimerais quand même qu'on aille pays par pays, parce que
il y a quand même une manière un peu différente. Le Cameroun, par exemple, commençons par le Cameroun, c'est le plus ancien en matière d'exploitation, notamment du pétrole, je pense bien. Les autres sont arrivés un peu sur le tard. Le Tchad aussi, à un moment donné. Je pense qu'il y a le Cameroun et le Gabon, qu'on peut situer quasiment à la même période, peut-être le Gabon un peu avant. Mais les autres, par exemple, la Guinée équatoriale, c'est très récent. Le Congo aussi, c'est assez récent. Et le Tchad dans une moindre mesure. Donc, commençons par le Cameroun. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre la politique qui a été menée par le Cameroun, notamment par rapport à la gestion de la ressource, d'abord pétrolière, on parlera des autres ressources, mais d'abord pétrolière, parce qu'on sait pendant longtemps, il y a eu une forme d'opacité sur cette affaire, c'était quelque chose qu'on semblait ne pas très bien comprendre. Alors, docteur Simodium, je commence par vous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la gestion du pétrole par le Cameroun? Alors, peut-être que Idriss va nous dire si c'est le Congo ou le Cameroun qui a commencé, parce que le Cameroun commence en 1977 à exploiter le pétrole. Le Gabon un peu avant. Le Congo et le Gabon, je sais Le pas. Gabon un peu avant, mais Oui, le oui. Cameroun d'abord. Alors, mais avant de parler de la gestion du pétrole qui commence en 1977, il y a que quand le Cameroun accède à l'indépendance, il a 9 matières de base, allant du coton au cacao, en passant par le café, la banane, etc., l'huile de palme. C'est ça. 9 produits de base. Et avec ces 9 produits de base, le Cameroun a établi des plans quinquennaux et a assuré l'industrialisation. Alors nous revenons vraiment de très loin parce que dans les années 80, nous fabriquions au Cameroun des motos, nous fabriquions des chaussures. Tu veux dire les mobilettes? C'était les mobilettes. Les mobilettes, tout à fait. Oui, c'était déjà ça. Mais aujourd'hui, on ne fabrique pas de cure-dent. Hein. Et la célèbre Batoula. Exact, la que nous avons chaussure, c'est tous portée. Batadon. On ne fabrique pas de cure-dent aujourd'hui. Pourtant, par le passé, on fabriquait des mobilettes, on fabriquait des chaussures, la maison du cycle, etc. Donc, sur la base des revenus tirés de l'exploitation de 9 produits de base. Bon, en 1977, lorsque l'exploitation du pétrole entre en jeu, on a donc une certaine euphorie parce qu'on se dit les choses vont aller crescendo. Ce qu'on a pu faire sans le pétrole, on va le faire 2 fois, 3 fois plus. Sauf qu'aujourd'hui, lorsque vous posez la question aux institutionnels de savoir pourquoi, avec le pétrole, on a commencé à piquer du nez, ils vous répondent que c'était la conjoncture. Parce que les 9 produits de base les plus importants d'entre eux, notamment le café et le cacao, à partir des années 80, connaissent donc une grande crise sur le marché international. Une crise qui aboutit à la baisse des prix. Donc, ces matières de base commencent à se comporter d'une manière difficile et la plupart de ces pays entrent dans le programme d'ajustement structurel. Et la crise intervient, par la suite, on a la dévaluation. Alors, les institutionnels de la CEMAC vont vous expliquer les échecs en termes d'industrialisation ou de désindustrialisation par cette conjoncture internationale liée au fait que les produits de base qui soutenaient l'investissement et la croissance avant la découverte du pétrole, je suis dans le cas du Cameroun, oui, donc tous ces produits ont connu une crise et du coup on ne pouvait plus continuer. Donc voilà leur explication. La vérité c'est qu'on a abandonné la programmation économique à partir des années 80. Le deuxième plan quinquennal ayant été achevé, on n'a pas continué. Or, pourquoi? Bon, moi je ne sais pas, il y a eu une transition. Le changement de régime y est peut-être pour quelque chose. Il était financé par des revenus extérieurs et comme il n'y avait plus de revenus extérieurs suffisants, on a cessé de le financer. Ils n'étaient pas très solides. On a arrêté avec la planification économique. Ça, c'est une chose qui est certaine. Il y a eu de la conjoncture internationale, mais on a arrêté avec la planification. Lorsque vous arrêtez avec la planification, il est difficile d'industrialiser parce que l'industrialisation, c'est des investissements de long terme. Ce n'est pas les investissements de court terme, de moyen terme, non, c'est du long terme, à partir de 15 ans. On ne peut pas bâtir une politique industrielle sans faire de la prospective. À partir du moment où le Cameroun a cessé de faire de la prospective, il est entré dans un processus de tâtonnement. Et le Cameroun faisait ce qu'il pouvait quand ça lui venait. Et maintenant, il y a eu une grosse pression extérieure qui a pesé en termes d'ajustement structurel et qui a justifié que le Cameroun lui aussi se dise je ne peux pas faire de la planification pendant que je suis en train de faire de l'ajustement structurel. Mais la réalité c'est que, comme vous le disiez, à partir de 1977, la gestion du pétrole
nous fait rentrer dans une forme d'opacité qui ne dit pas son nom. Vous savez, au début des années 80, on nous disait que le pétrole, c'est une affaire de 2 personnes. Il y avait le chef de l'État et le directeur général de la SNH. On disait que ces 2 personnes sont les seuls qui savent autorisés à parler du pétrole. Vraiment, il faut continuer de vivre comme s'il n'y avait pas de pétrole. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, depuis 1977, ça fait 41 ans, le Cameroun a suffisamment engrangé de devises en vendant son pétrole. Mais j'estime également que la gestion du pétrole n'a pas été optimale. Cette manne aurait pu servir à faire une planification parallèle à l'ajustement structurel. Mais je crois qu'elle a plutôt nourri une bureaucratie politique et comprador qui aujourd'hui a ouvert des comptes bancaires dans les paradis fiscaux et qui ont des passeports étrangers et qui iront se réfugier dans leur pays de préférence lorsque le Cameroun sera vraiment à genoux. Donc, le véritable problème, ce n'était pas une fois le pétrole, encore, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on en a fait. Du pétrole. Voilà. Alors, Eric, qui était sur la question du Cameroun, plusieurs observateurs ont dit que le Cameroun, forcément, a mieux résisté. Et il ne pouvait en être autrement parce que l'économie du Cameroun est diversifiée, elle est un peu plus solide que celle de ses voisins parce qu'elle ne compte pas essentiellement sur son sous-sol. Alors, est-ce que vous êtes vraiment de cet avis? Parce que pour Maurice Simo-Diom, il s'agit d'une diversification un peu en trompe-l'œil. Oui, le cas du Cameroun, le Cameroun a bien évidemment résisté plus que tous les autres pays de la CEMAC à la crise. Déjà parce que le Cameroun n'a pas une grande obsession, en fait, du moins pour ce qui est de quantité produite. Lorsque vous regardez la sous-région Afrique centrale, le Cameroun ne produit pas assez. Le nombre de barils produits par jour, je sais, ça se situe autour de, je crois, à peine 2000 barils. Ce ne sont pas des quantités énormes. Ce qui fait on est quand même à 98 000 barils par jour, 100 000 même d'ailleurs. Ça a augmenté entre-temps, mais pendant la dernière décennie, les quantités produites n'étaient pas importantes, et ce qui justifie le fait qu'on n'ait pas reçu le choc de façon aussi violente que les autres pays. Il y a aussi cette particularité de l'économie camerounaise qui est quand même diversifiée, parce que nous n'avons pas, contrairement au Gabon et à Guinée équatoriale, dont la principale ressource d'exportation est le pétrole. Le Cameroun a d'autres ressources, le cacao, les produits issus de l'agriculture, la banane, etc. Ça permet à l'économie de résister à certains chocs négatifs externes et de pouvoir planifier et contribuer, continuer à élaborer une politique économique qui lui permet de résister. Mais bon, je pense que l'histoire même de l'économie camerounaise, je lisais le travail de Touna Mama, qui est un économiste camerounais, sur l'économie camerounaise. Il a fait une historiographie de l'économie camerounaise depuis 1950 jusqu'à 2005, je crois, où il a essayé de diviser l'économie en plusieurs phases. On a une phase d'intense croissance économique dans les années 60, 70 jusqu'à 79 pratiquement. Et puis, il y a une phase de relâchement qui est due à la crise des années 80 avec les programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale, du FMI, qui ont mis fin à l'économie dirigée qui était pratiquée avant par l'ancien régime, l'économie de la planification. Dans les années 80, avec la crise, on entre dans l'économie, dans le libéralisme économique, avec une série de privatisations, une rigueur dans les dépenses économiques. Ça a entraîné un recul dans l'économie camerounaise, et Touna Mama parle d'une certaine reprise après les années 2000, où le taux de croissance tourne généralement autour de 5-6%, mais lorsqu'on regarde les effets sur le bien-être et sur le développement même, on n'en trouve pas. C'est comme une croissance appauvrissante, et on a du mal à trouver véritablement l'impact des ressources pétrolières ou bien des ressources du sous-sol camerounais sur l'avancée de cette économie. C'est une question difficile à dire, à expliquer, mais je pense que depuis je crois tout récemment, le Cameroun a pris des décisions importantes concernant la vente de son pétrole, dont la livraison n'est plus exclusivement réservée à la France. Désormais, on peut vendre à d'autres partenaires. Et on va essayer de voir peut-être dans un instant tout à l'heure si ces décisions qui ont été prises par le Cameroun ont des résultats positifs. Alors, Idriss Lynch, il n'y a pas que le pétrole. Je voudrais
Peut-être que vous allez réagir sur le pétrole, mais je voulais qu'on évoque aussi les autres ressources, parce que le Cameroun, peut-être pas autant que la RDC, est quand même une terre bénite en termes de ressources naturelles. Il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du cobalt, il y a du manganèse, il y a quasiment tout. Mais on a du mal à voir effectivement comment est-ce qu'on organise tout ça? Quelle est la réelle politique d'exploitation de ces ressources-là? Et comment on met ces ressources-là au service du pays? C'est quelque chose qui reste encore, à notre avis, un peu flou. Non, je pense, Jules, que c'est une question de fond que tu poses. Permets que je revienne un peu sur ce que les deux autres ont dit. Je pense que le professeur Maurice Simodjom a voulu être poli. À la vérité, on a deux grandes étapes de gestion pétrolière au Cameroun. On a l'étape avec l'ancien président de la République, M. Ahidjo, et on a l'étape avec le changement de régime et l'arrivée de M. Biya, qui je crois se représente encore cette année. Et les deux étapes sont deux philosophies de gestion différentes. Ahidjo pensait à un développement qui soit inclusif. C'est pour ça que la planification, pour lui, était quelque chose de fondamental. Il pensait qu'il fallait développer au niveau de chaque entité. C'est pour ça que de tous les pays que la France a colonisés, le Cameroun est pratiquement le seul qui aujourd'hui dispose de 10 régions qui ont des infrastructures de base qui soient développées. C'est-à-dire vous pouvez rejoindre la région du littoral à la région de l'extrême nord par goudron. L'essentiel de ces routes-là ont été construites et ouvertes sous l'égide d'Ahidjo, qui utilisait mieux les ressources disponibles au Cameroun, que ce soit les ressources agricoles, dont on a développé les sociétés de production de riz, de coton et tout ça. Ça fait que quand le pétrole est venu, le pétrole était un adjuvant. Le pétrole permettait de régler certains types de problèmes. Et dans certains dossiers que j'ai lu, imprimés, j'ai oublié le nom de l'éditeur, mais les dossiers noirs, il est écrit que lorsque le nouveau régime vient en place, les réserves en termes d'argent de pétrole non utilisé du Cameroun sont de l'ordre de près de 480 milliards d'anciens francs non dévalués, c'est-à-dire au pouvoir d'achat de 1982. Vous voyez? Donc quand Biya arrive, il se trouve confronté à plusieurs problèmes en même temps. Il n'est pas forcément apprécié parce que je crois qu'il y a eu des manipulations politiques pour l'enlever. Forcément, il est obligé d'augmenter le salaire des fonctionnaires pour se trouver bonne tenure. Mais c'est quoi le défi quand on augmente le salaire des fonctionnaires dans un pays? C'est que ces fonctionnaires, directement, ont besoin de dépenser. Or, le tissu productif camerounais ne pouvait pas absorber toute la demande des revenus qui avaient été générés. Ça a donc creusé notre défi, notre balance extérieure. Ça, c'est le premier problème. Par la suite, il y a maintenant eu une baisse des prix du pétrole, la détérioration des termes de l'échange dont vous parlez, qui a encore fait que le Cameroun perde plus de réserves et n'ait plus de latitude. Mais ne vous trompez pas, le pétrole a toujours été la principale ressource du Cameroun. Ça nous rapporte 57% de nos revenus en devises extérieures, c'est le pétrole. Après, bon, je crois qu'en 2017, le cacao a pris le devant parce que les prix du baril ont baissé et tout. Mais ce n'est qu'en 2017 et en 2016 que le cacao a repris le relais. Donc le pétrole avait vraiment pris un relais. Donc moi, je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion de la part, du nouveau régime. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas clairement dire qu'ils ont fait de l'argent du pétrole. La SNH est devenue plus transparente, la société la Société nationale pétrolière est devenue plus transparente. Mais quand vous regardez les chiffres de la SNH, vous vous posez des questions. Par exemple, entre 2013, entre 2012 et 2015, lorsque les prix du pétrole avaient atteint un pic, on réalise que les dépenses d'association de la Société nationale pétrolière du Cameroun ont aussi augmenté, atteignant même parfois les 1000 milliards. Et vous vous demandez, mais on ne comprend pas. Le Cameroun est un pays mature, les champs sont vieux, donc on sait tout ce qu'il y a là-bas. Pourquoi est-ce qu'on en arrive encore à avoir des dépenses d'association qui sont élevées, alors qu'il nous suffit aujourd'hui de bénéficier de notre pétrole? Ça, ils n'ont jamais répondu à ça. Même si le Cameroun fait partie aujourd'hui de l'initiative pour la transparence. Ouais. Donc il y a un problème. Et puis, mais c'est récent, cette initiative. Et il a fallu que le FMI vienne pour qu'on apprenne que certaines dépenses non budgétisées sont faites par la SNH directement, avant d'être considérées par la suite dans le TOF,
le tableau des opérations financières et économiques comme étant une dépense budgétaire de l'exercice en cours. Donc je crois qu'il y a un problème. En fait, ce que vous essayez de dire, c'est ce qu'on dit de manière prosaïque. La SNH a été pendant longtemps la caisse noire du régime. La caisse qu'on utilisait pour contourner un certain nombre de contraintes. Mais c'est exactement, c'est à peu près exactement ce qui est arrivé. Ceci pour dire que le Cameroun, pays pétrolier mature, et je suis d'accord avec toi, Maurice, n'a pas finalement su tirer véritablement avantage de ce pétrole. Pourquoi? Parce qu'au contraire du Tchad, on va le voir tout à l'heure, au contraire du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, le Cameroun avait toutes les chances du monde d'être comme la Norvège dont on a parlé il y a la semaine dernière. Vous voyez un peu? Parce que le pétrole ne vient pas trouver un Cameroun désuet, il vient trouver un Cameroun qui est déjà assis avec un certain nombre de ressources, d'être le deuxième producteur de cacao au monde, qui est un des meilleurs cafés au monde, qui a un des meilleurs bois, qui est un des meilleurs cotons et qui a une base d'industrialisation qui est assez soutenue. Les hommes d'affaires dont les avions, les Fotso, les Moncam, les CCC, le savon je suis désolé pour la pub, mais le savon à Douala, toutes ces usines existaient déjà. Et donc le Cameroun avait la capacité de gérer son économie. Le pétrole était un adjuvant qui nous aurait permis d'exploser. Et Ahidjo avait refusé de faire comme avait fait Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, dépenser tout l'argent pour bâtir des immeubles qui aujourd'hui sont complètement désuets. À Abidjan, ça il faut le dire. Peut-être qu'après il y a eu de nouvelles constructions, mais il avait refusé de faire comme Ahidjo, comme Houphouët-Boigny. Il a développé tout le Cameroun. Quand vous allez à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, quand vous allez à Garoua, à Bertoua, Bamenda, Boya, toutes ces villes sont des villes régionales, locales, mais qui ont une base d'infrastructure fonctionnelle assez solide. Je pense que les problèmes sont venus après et Biya est peut-être un très bon acteur politique, il a su préserver la paix, mais sur le plan économique, il a été une petite catastrophe. D'accord.